À toute berzingue. Donc du coup, c'est l'émission qui retrace l'histoire d'une ville, en fait. Et ici, du coup, Laurent Dodge a fait une vidéo sur Albi. Allez, à toute berzingue, voilà. Bon, ça y est, c'est parti pour un petit Albi à toute berzingue. J'ai bien potassé, hein, je suis prêt, je suis content. Bon, en revanche, c'est le sud, il va faire chaud, on va prendre des forces. Bonjour monsieur, je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Aïe aïe aïe, le pain au chocolat. Merci. Au sud-ouest. Ah, vous avez un 5? Ça, on n'est pas ici, hein, c'est plutôt une poche. Hop. Poche. Bon bah, merci. La poche à chocolatine. Oh, pourtant j'étais prêt, Albi à toute berzingue. Poche. Ouais, c'est le sud-ouest Albi. Déjà, la cathédrale d'Albi, qui est une des plus grandes cathédrales en briques du monde. Alors, Albi. Ça, c'est le pont neuf et le vieux pont qui est en face, là. Le vieux pont, pardon, et le pont neuf qui est en face. Albi, durant l'Antiquité, c'est le territoire des Rutènes. Donc... Là, on voit bien la... Ah, vous voyez pas. Ah, je vais juste... Hop, voilà. Là, on voit bien la cathédrale juste là, et le vieux pont qui est devant. Donc, les Rutènes. L'oppidum principal est du côté de Rodez. D'ailleurs, le nom de Rodez, ça vient de là, hein, ça vient des Rutènes. D'ailleurs, ici, on... Sachant que Rodez et Albi, il y a une guerre. Hein. C'est Aveyron-Tarn, c'est... L'ambiance, c'est un peu compliqué. On est aussi dans une région qu'on appelle le Rouergue. Eh bien, le Rouergue aussi, ça nous Le vient des Rouergue. Rutènes. Donc, durant l'Antiquité, eh bien, Tout en ici, Aveyron, à ouais, Albi, quand même. eh bien, il y avait un petit port sur le Tarn qui permettait d'échanger toutes sortes de marchandises. Ah non, non, il y avait du trafic parce qu'on pouvait circuler au moyen de bateaux, de bacs, mais aussi sur un gué. Quand les eaux du Tarn n'étaient pas trop hautes, il y avait un gué qui permettait de franchir la rivière. Il y avait aussi des routes qui permettaient de conduire vers toutes les grandes agglomérations de l'époque. Toulouse, Cahors, Rodez ou Béziers. Ah non, ça je... Là, on voit le centre-ville qui est derrière lui, là, le centre-ville historique. Et donc, c'est important, ouais, la rivière qui passe devant. Parce qu'en fait, on a comment, Albi est sur une sorte de plateau. Mais du coup, de chaque côté de la rivière, on est vraiment sur des sortes de petites falaises. Du coup, il y a très très peu quand même d'habitations. Ici, il y en a. En face, il y en a un petit peu. Là où on voit pas du coup. Mais maintenant, il y a plus tout ce côté navigation. Là, on voit qu'il y a un aménagement pour limiter le flux d'eau, etc. Pour éviter les crues et tout. Du coup, ça existe plus ce flux-là, ce flux maritime. Je peux vous dire que durant l'Antiquité, ici à Albi, il y avait du trafic. Ouais, parce que du coup, Albi, c'est pas très grand. Il y a une centaine de mille d'habitants, je crois, à peine. Non, 80 000 habitants. Et par contre, c'est au milieu de plein de choses. Ouais. Il y a Rodez qui est au-dessus, qui est la plus grande ville, vers le nord, là. Il y a du coup Toulouse, évidemment, qui a une grosse influence sur Albi, vu qu'on est vraiment très très proche. Et du coup, Béziers, Castres, il y a Castres aussi et Cahors, qui sont vraiment tout autour. Toutes ces villes-là sont à 1 heure environ d'Albi actuellement. Donc même aujourd'hui, quand même, Albi, c'est plus Toulouse qui rayonne et Albi qui reflète. Mais avant, ouais, il y avait plein de villes qui rayonnaient et Albi qui était au milieu de tout ça, quoi. Le Tarn, voilà, qui passe. Et du coup, le passage de l'eau, évidemment, il est Ah, on est direct dans le poil. Albi, au Moyen-Âge, c'est donc notre C'est petit vraiment très, carrefour très beau, ouais. routier, mais il va y Ça, c'est un cloître, du coup, qui est en plein centre-ville, qui est vraiment magnifique et c'est un lieu de repos. Il y a souvent des gens qui lisent pour des dates aussi. C'est plutôt joli. Et il y a des films qui ont été tournés dans ce jardin-là. Parce que du coup, on a vraiment la, comment y avoir les- 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 la colonnade ici, qui est vraiment très, 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 très jolie. aussi un lieu de culte très important qui va se développer autour de la figure d'un saint évêque qui s'appelait Salvi. Alors, je vous la fais courte. En gros, on était au VIe siècle et à la chute de l'Empire romain, il y a des nouveaux envahisseurs qui ont voulu se goinfrer l'ancienne Gaule romaine et parmi eux, des Burgondes qui vont devenir des Bourguignons. Et il y a un moment aussi. Les Burgondes, Laurent Dutch, Camelot, ceux qui ont la ref.
Voilà. XIe siècle, où les Bourguignons, ils vont vouloir se goinfrer le Randers qui territoire est d'Albi, notamment avec un traducteur chef des de Burgondes guerre de qui Camelot. s'appelait Mumol. Et là, l'évêque d'Albi, donc notre Salvi, va se dresser contre Mumol. Il va lui dire, Mumol, Mumol. Il s'appelle Mumol. Est-ce que je vais faire une blague dessus ou tout le monde là? touche pas aux Albigeois, tu dégages. Et Mumol, il est parti. Et là, évidemment, Salvi est devenu un héros. Et donc, après sa mort, sans doute de la peste, on va ériger sur le point haut de la ville, sur une butte sur la rive gauche du Tarn, il y a une chapelle avec les reliques de Saint Salvi, chapelle qui va devenir un monastère, puis carrément une cité épiscopale. Et derrière moi, vous avez les vestiges de la collégiale Saint Salvi qui sont magnifiques, qui sont parvenus jusqu'à nous. Et attention, c'est pas de la quiche, C'est pas de la... parce que les bases des tours romanes que vous avez ici derrière moi, elles sont millénaires. Voilà. C'est Les bases des tours romanes que vous avez, les bases des tours Hop là. La chose qui est vraiment intéressante avec ce qui sont plâtre, parvenus du coup, jusqu'à cette, nous. collégiale, c'est qu'il y a un peu comme j'avais fait mon PFE sur j'en ai parlé dans mon portfolio de la collégiale au Mans, la collégiale Saint-Pierre de la Cour. Cette collégiale-là, c'est vrai, enfin les deux collégiales là, c'est vraiment une succession de de bâtiments historiques. C'est-à-dire qu'on a énormément de styles différents qui viennent se succéder et qui ont été rajoutés au fur et à mesure pour agrandir le bâtiment. Donc on voit le bas ici qui est plutôt roman et des parties hautes qui sont plutôt gothiques et d'autres parties plutôt ici là qui sont romanes aussi, je pense. Et du coup, en fait, on a vraiment juste en regardant le bâtiment, on a vraiment une succession de périodes historiques sur ce bâtiment-là. Donc là, on voit plutôt, je sais pas si, oui, la souris. Ici plutôt roman et là-haut plutôt gothique. Donc la partie haute là qui a été plutôt faite avec la cathédrale, là, en même temps que la cathédrale. Et cette partie-là qui est beaucoup plus ancienne. On voit, c'est pas du tout les mêmes pierres, etc. Enfin, Attention, c'est de la pierre alors que chez les plus récentes, on a de la brique. c'est pas de la quiche parce que les bases des tours romanes que Voilà. Tout ça là, ça c'est des éléments romans. Donc ça veut dire qu'on a comment je veux dire, c'est des traces du bâtiment qui était là avant, qu'on est vu agrandir au fur et à mesure pour donner la collégiale qui existe actuellement. que vous avez ici derrière moi, elles sont millénaires. Donc ce plâtre-là, on peut se balader, qui est libre d'accès. C'est pas juste pour le Round Dutch, on peut vraiment s'y balader, ça fait partie du centre-ville. Où est-ce qu'il va aller ensuite? Ah, le théâtre. Je sais pas si c'est là qu'il va, mais... Ça, c'est du coup le théâtre d'Albi. Théâtre / centre culturel, parce que c'est marqué là. Parce qu'il y a le cinéma qui est derrière. Et qui est donc beaucoup plus moderne, mais qui reprend un peu les codes... Enfin, la toile ici qui reprend les codes un peu de la brique, les lignes de briques. Bon, c'est l'architecte, c'est un peu parti loin, mais c'est un peu l'idée. Très belle ville, ouais. Très très belle ville à visiter. Ouais. Ça t'a plu, ouais. Il va à la bibliothèque. Autre symbole de la richesse d'Albi bien avant l'an 1000, c'est la Mappa Mundi. Attention les enfants, la Mappa Mundi, c'est pas de la quiche, c'est une des 2 plus vieilles cartes du monde connues. Elle date du 8e siècle. L'autre exemplaire, il est au Vatican, mais il y a un exemplaire qui est ici, à Albi, depuis toujours, sur parchemin. Regardez, il est là. Regardez-moi ça. Regardez cette carte. Elle est extraordinaire, cette carte. Alors moi, j'avoue que... On a une des plus vieilles cartes. Ah ouais. Prochain coup, tu fais un live avec Laurent. Ah oui, avec Laurent de... Putain, Laurent. Avec Laurent de... Oh, ce serait fou. Ce serait incroyable. La première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était une radiographie de Je sais ma pas femme. si... Bon, il est sûrement très occupé avec des voix off et tout ça et ses reportages. Ce serait incroyable qu'il puisse venir sur le live. Ce serait trop cool. Qui m'annonçait qu'elle était enceinte. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à un tétard, à un embryon, tu vois, on est au Ouais. tout premier, Carte du monde, au tout ouais. premier développement du futur bébé, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment une carte, et c'est comme ça qu'on percevait le monde. Alors, c'est difficile de voir ce qui est écrit, hein, mais heureusement, il y a des reproductions. Soit ça, soit Evil Strike, ouais. Sûrement. J'aurais peut-être lui envoyé un... De toute façon, là, les rediffs, je suis encore... Là, sur la chaîne YouTube, j'ai mis que la première, le tout premier live. Enfin, le deuxième live. Parce que le son était meilleur, j'ai juste mis le deuxième live, donc j'ai encore un peu de temps. Mais je pense que je vais essayer de lui envoyer un message pour savoir si c'est possible, en vrai. Ça peut être rigolo.
au moins de prendre contact. production, il y a aussi Il y a personne sur le live, mais bon, je me dis, si jamais, ça peut être rigolo. des schémas qui permettent d'expliquer ce qu'on voit précisément. Venez voir un schéma, ce sera plus clair. Mais là, elle est là, Ouais, elle est parce que là, voilà. schéma, Le là, la trésor carte, du monde. Ça, c'est classé à l'UNESCO. Hein. Ah ouais, Voilà, sous forme de schéma assez grand. on va faire la pub. Ouais, mais je sais pas si on voudra faire la pub d'un live où il y a personne, tu vois. Tu vois. Même nettement plus clair. Voilà donc Ah cet oui. outil pédagogique qu'était la Mapamundi pour Ah ouais. Mapamundi. Ah oui, d'accord. Donc c'est le berceau de la Méditerranée. Ah non, ça va jusqu'en Europe. Ah oui, d'accord. La vache. Wow. Alors, on a Sicile, Sardaigne. Ah oui, d'accord. Donc là, on est à l'envers. Enfin, comment la France. La Gaule ici. Hein. Ah, salut Junior, merci. C'est très gentil. J'essaye ouais, j'essaie de l'entretenir un petit peu. Pour que ça recourbe. les moines. Et du coup, ouais, la carte là, compliquée à lire. Hein. C'est juste une représentation. Hein. Donc là, on a la Gaule, l'Espagne qui remonte jusqu'autant que la Gaule, la Grande-Bretagne qui est pas du tout respectée. Ah ouais, ouais d'accord. Donc ça, c'est Albi. Dès le 8e Ça, c'est siècle fou quand même. pour comprendre Je savais leur même pas qu'on avait géographie, ça à Albi. pour comprendre le monde dans lequel ils habitaient. Incroyable. Regardez, voilà, vous avez 3 Et on a continents. un intéressant aussi, en tant qu'architecte, c'est qu'on a une version du coup papier évidemment pour comprendre le schéma, enfin schématique pour comprendre la carte, et on a une version pour les malvoyants, mais en maquette. Ça, c'est vraiment top. Parce que ça, c'est des choses que les architectes en maquette, ça permet aussi ça. Ça permet aussi d'être lisible pour les malvoyants. Et ça, c'est vraiment top. L'Europe, l'Asie, l'Afrique. Le tout évidemment centré autour de la Méditerranée. Ah bah oui, on est issu d'une civilisation judéo-chrétienne et la Méditerranée, c'est la mer nourricière. Bon, il y a quelques petites erreurs quand même. Hein. Vous avez Quelques petites, la ouais. Corse à la place de la Sardaigne et il y a aussi Ah oui, le Gange j'avais même pas vu. L'inversion des deux là. situé en Afrique. Ah Il y a un ouais, truc qui est ça, plutôt c'est marrant, fou, quand même. c'est que les îles britanniques, hein, l'Angleterre, eh ben, Ouais. c'est tout petit sur la Mapamundi. Hein, regardez-moi ça, c'est peanuts, c'est plus petit que la Je fais Corse. la même Hein, remarque. ça t'embouche Ouais. un coin, Shakespeare. Where is Brian? Eh ben, il est pas grand-chose sur la Mapamundi. Ok, I Allez, take the door. J'ai fait la vanne en mode ils l'ont pas respecté, mais en fait, je les ai encore moins respectés. Oh merde. Incroyable. On va s'abonner, ouais. Je sais même pas si je suis abonné à. Je suis pas abonné, on va Autour de s'abonner. l'an 1000, le territoire d'Albi Dans le cas d'une prise de contact, vaut mieux être abonné, dans le doute. Donc là, on voit le clocher, la cathédrale juste derrière. Je pense qu'il va terminer par ça. Hein. C'est pour ça qu'il tourne dans le centre-ville. Pour terminer vers le monument le plus important de la ville, hein, évidemment. va devenir la possession d'une des plus grandes familles, des plus puissantes familles d'Occitanie, les fameux seigneurs de Trincavel. Et là, vous vous dites, oulala, ça va alors friter avec l'évêque d'Albi, hein, entre les deux grandes autorités féodales de l'époque, à savoir le comte et l'évêque. Eh bien, pas du tout. Parce qu'en fait, très tôt à Albi, l'évêque d'Albi sera apparenté ou fera partie de la famille des Trincavel. Donc il y avait une Ah oui, union, d'accord, donc il ouais. n'y avait pas d'embrouille, il n'y avait Il y pas a eu une petite de alliance. friction entre les deux grandes autorités féodales de l'époque. Donc nos Trincavel, ils vont se faire construire un château, ici, du côté du Castelvieil. D'ailleurs, le nom de Castelvieil, ça vient de là, hein, c'est le vieux château. Mais malheureusement, ce château, aujourd'hui, il a disparu. Disparu, ouais. Le cherchez pas, hein, il était au niveau des lettres d'Albi, justement. Voilà, il était là, d'accord. là où il y a la voiture D'accord. qui roule. Voilà. Donc il y avait un château à cet endroit. Parce qu'il y a aussi des restes d'un château au niveau du musée Lautrec aussi. C'était c'était un château. C'était du coup ça appartenait à l'évêché, mais c'était fortifié comme un château. Il y avait Là, tout elle est un dans la truc. cour du château. Voilà, elle est partie. On va Ouais, sûrement en donc c'est quand parler même plus après, simple mais- aujourd'hui, mais c'est Voilà. triste pour nous. Le château, il a disparu. Il n'en reste plus qu'une évocation avec Castelvieil, mais aussi le nom de la place. Parce que, comme par hasard, la Du place coup, le d'ici, nom bah, a été donné. c'est la place du château. Voilà. Mais bon, on peut encore trouver quelques petits vestiges du Castelvieil. Suivez-moi. Ah! Je savais même pas, c'est terrible. J'ai débarqué il y a un an aussi. Ça fait pas longtemps. Ah bah on y était là. Ah non, il c'est pas là, d'accord. Et La petite place.
On a vu? Et quand on cherche, on trouve toujours Ah oui, un la petit tour. quelque chose. Ah si, Qui si, dit la tour, château oui. au On l'avait vu, il y a Moyen-Âge une ca il y dit a chapelle castrale. il y a un Eh panneau bien, devant. la chapelle castrale du Castelvieil, elle est Eh oui. parvenue jusqu'à nous. Et oui, cette chapelle va devenir une église quand Castelvieil va devenir une seigneurie indépendante. Cette église, c'était l'église Saint-Loup et son clocher est parvenu jusqu'à nous. Il est Ouais. ici, derrière moi, On a vu, il y a un panneau devant, quand on l'avait visité, et il à date pied. du XIVe siècle. Le clocher de Saint-Loup. Très joli. C'est drôle parce qu'il est très, très bien entretenu pour le coup, hein. Ça, c'est vu que maintenant c'est pas un logement, mais un lieu d'hébergement. Du coup, ça fait que ce clocher-là, il est très, 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 très bien entretenu et du coup, ils se font très bien dans les maisons autour. Enfin, voilà, ça se font très bien alors que c'est bien, bien intérieur. Sous les Trincavel, Albi va continuer à se développer. Ah là, on a la Madeleine. Là, on est sur la rive, on voyait tout à l'heure au début du reportage. Là, on est sur du coup, on voit la rive en face, avec l'église de la Madeleine, du coup. Ça reste un carrefour routier très important et pour moi, symbole de cette activité incessante, eh bien, c'est derrière moi la création, il y a 1000 ans, d'un premier pont en pierre pour franchir le Tarn. Le Le vieux pont. Tard, comme dirait mon copain Olivier Monterobio. Il est là, ce pont vieux, comme on l'appelle, un premier pont pour permettre à Albi de franchir les siècles et de traverser l'histoire. Parce que ce pont vieux, il est encore debout aujourd'hui. Et Il est en rénovation actuellement, hein, donc il est encore debout, mais il est en... figurez-vous que c'est certainement un des plus anciens ponts ouverts à la circulation au monde. Ouais, parce que du coup, alors là, en ce moment, il est plus ouvert, parce qu'ils font la rénovation, mais on peut circuler dessus, ouais, en voiture Il dessus. est toujours là. Bon, aujourd'hui, il se refait une beauté. Ouais, voilà. Petit détail. Peut-être qu'il a aidé à avoir des autorisations, d'ailleurs. Alors, on est où, là? Dans le cocher... Ah, c'est sur la tour, ok. Mais Albi au Moyen-Âge, c'est évidemment l'épisode terrible de la croisade contre les Albigeois. La croisade. Donc là, on est en haut de du cloître qu'on voyait tout à l'heure. Là où il y avait je parlais de la succession de vestiges historiques, enfin sur un même bâtiment qui était superposé. Là, on est en haut de cette église-là. Donc on voit la cathédrale, on voit l'évêché qui est derrière et la Madeleine qui est au fond là. Croisade contre les hérétiques cathares. Alors, je vais essayer de la faire courte, parce que là, le catharisme, sinon, c'est pas un épisode d'Atout de Berzin qu'il va me falloir, c'est un épisode d'entrée dans l'histoire, ça va prendre 1h30. Donc, pour résumer, pour faire court, le catharisme, c'est une lecture de la religion chrétienne différente, divergente, voire dissidente par rapport au canon officiel de l'Église catholique romaine. Ils ne sont pas d'accord sur plein de trucs. Par exemple, ils ne sont pas d'accord sur les textes sacrés. Les cathares voudraient qu'on traduise les textes officiels pour pouvoir mieux comprendre le message divin. Mais ça, pour Rome, c'est pas possible. Les textes sacrés, c'est en latin, pas touche. Ils ne sont pas d'accord aussi sur le côté guerre. Il ne faut pas oublier qu'on est au XIIe, XIIIe siècle. Jérusalem a été récupérée par les Sarrasins et donc les Romains ils veulent la récupérer en faisant la guerre. Ils veulent que le monde occidental se croise contre les Sarrasins pour récupérer les lieux saints. Mais les Cathares, ils ne sont pas d'accord. Eux, ils prônent la non-violence. Ils sont contre la guerre. Ils sont aussi contre la propriété privée. Ils ne veulent pas aller se battre. D'ailleurs, comme ils ne veulent pas aller se battre, ils ne veulent pas toucher aux animaux. Ils ne veulent pas leur faire de mal. Vous voyez, ils sont végétariens. Donc là, ça ne va pas, parce que s'ils sont végétariens, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord non plus avec l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, les amis, c'est le moment le plus important pour les chrétiens à la messe. C'est le moment où on reçoit le corps du Christ. Le corps du Christ, on le mange. Là, c'est pas possible. Ils sont végétariens, ils ne sont pas d'accord. Donc, ça fait vraiment plein de problèmes, plein de divergences, plein de différentes lectures. Les Romains, ils en ont marre et ils veulent casser les hérétiques, les cathares, qui refusent même le baptême pour les bébés. Et oui, pourquoi? Parce que le baptême, c'est violent. Souvent, le bébé, il pleure. Les cathares, ils ne sont pas d'accord. Le baptême, c'est quand le chrétien le désire. Ça doit être une volonté pacifique, volontaire, et non pas forcée et contrainte. Pour l'Église de Rome, c'en est trop. Et elle va vouloir ça a dû subir. Ça subit chasser et détruire l'hérésie cathare en Occitanie. Voilà. Mais bon, pour ça, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'un bras armé. Et qui, à ce moment-là, va être trop content d'offrir son aide, de devenir le bras armé de l'Église pour envahir l'Occitanie?
eh bien, le royaume de France. En fait, Ah c'était oui, un bah du coup, prétexte oui. idéologique pour une conquête, une guerre de territoire, d'envahir Bah top. le sud. Donc le roi de France, il se met en route et il va s'attaquer aux grandes maisons d'Occitanie, les comtes de Toulouse et nos fameux Trincavel. Alors dans un premier temps, ces grandes familles vont résister, mais ils vont devoir plier et se soumettre. Oui, parce Les que l'Occitanie est quand même une région, enfin, même actuellement en France, c'est une région très puissante, hein, très riche. Ne serait-ce que par Toulouse, il y a tout le sud-ouest, etc. Et c'est aussi pour ça qu'il y a les blagues au début sur les chocolatines, les poches, etc. Parce que la langue occitane est encore très présente. Tout est traduit en occitan, un peu comme en Bretagne où tout est traduit en breton. L'Occitanie, c'est le cas aussi. Donc là, c'est là où on voit qu'à l'époque, enfin vraiment, à cette époque-là, c'était vraiment deux pays différents. comtes de Toulouse Enfin, deux se royaumes rendent, différents. la famille de Toulouse, elle se rend officiellement, alors que les Trincavel, eux, ils vont résister jusqu'au bout. Malheureusement, après la destruction de Béziers et la prise de Carcassonne, Oui. les Trincavel aussi devront se soumettre. Voilà. Et là, Tiens, du coup, et je l'intégration de profite l'Occitanie. d'être au sommet de la tour de guet de la collégiale Saint-Salvi d'Albi, qui était le point haut de la ville au Moyen-Âge, hein, Voilà. avant la construction de la cathédrale, parce que là, on voit bien comment la ville s'est développée. Le petit bourg Ah, un petit plan. On aime les petits plans. antique, hein, à l'époque Alors. de l'Antiquité, certainement de l'autre côté de la cathédrale, vers Donc là, la période antique, c'est là où il disait qu'il y avait le château. Donc la place où il y avait du coup, l'un des premiers, enfin, où il y avait les lettres d'Albi avec la place du château. Donc on voit le château juste ici, avec les premières habitations. Et on le ressent aussi quand on le voit, du coup, quand on visite Albi, c'est là où il y a le plus de maisons à colombage, qui sont typiques, enfin, quand même des habitations du Moyen-Âge en France. vers le Castelvieil, voilà, qu'on domine. Voilà, Là-bas, vous voyez, on la voyait ville tout à qui s'est l'heure. développée entre le Tarn et un petit ruisseau, le Bondidou, qui était de l'autre côté, Ici, on voit les voilà, par là-bas. remparts. Et ensuite, la création Là. de notre lieu de culte, la collégiale Ah, voilà, Saint-Salvi, d'abord la culte, la culte, le lieu de culte. avec sa petite olive Hop, est-ce qu'on médiévale qu'on voit bien voilà, de haut. ici, tac, Et enfin, le trait d'union, la construction de la cathédrale. paf. Là, on voyait, donc on est là où il se situe, c'est ici, hein. La cathédrale, du coup, elle est par ici. Alors ça, c'est la collégiale. Donc la cathédrale est ici, et d'où le château ici. On a vraiment ouais, trois pôles, comme il a dit. Donc un pôle historique, un pôle religieux, et le trait d'union qui fait symbole de richesse. Du coup, à cette époque-là, la cathédrale qui est la plus haute, tour de la plus grande, la plus haute, je sais plus. Cathédrale de briques au monde. Donc c'est vraiment impressionnant, quoi. Cathédrale et du palais de la Berbie, trait d'union entre Voilà. Et le palais de l'évêque qui est juste à côté ici. Donc on le voit en image juste là. Donc il paraît qu'il suit l'architecture de la cathédrale. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la brique avec des ouvertures qui sont petites par rapport à l'époque. Donc à l'époque, on touche plutôt sur la période gothique, donc avec beaucoup de pierres et de grandes ouvertures, avec du coup des poteaux assez fins. Ici, vu que le choix de la brique a été fait, et sûrement parce que c'était moins cher aussi, les ouvertures sont quand même assez fines malgré tout, et on voit aussi sur la partie haute. Et on a du coup les toits en tuiles caractéristiques de la région. les deux bourgs originels d'Albi. Et ça, on le retrouve aussi sur la cathédrale juste ici. Les ouvertures, même si elles sont très hautes, en final, elles sont assez fines par rapport à la structure en briques. Donc on voit les piliers ici ou en fond. Les ouvertures sont quand même très très fines. Vu la taille du bâtiment, elles sont très grandes et très hautes. Mais par rapport à l'architecture gothique, ou de la période à laquelle ça a été construit, ça reste très très fin. À cause du coup du matériau. Là, on a la brique. Et le choix de la brique, je ne sais pas si ça a été fait uniquement pour des raisons économiques, ou si c'est parce que normalement c'est de la brique de Toulouse qui a été fait. Donc je ne sais pas si ça date du coup de la construction de la période de la construction de monuments à Toulouse. Et du coup là, il y a eu une grosse production de briques qui a été fait. Du coup à Albi, ils en ont utilisé aussi. Ou si c'est vraiment un peu purement économique, plus la terre argileuse qui était très présente dans la région. Je sais pas trop si c'est à Toulouse qui a influencé ou si c'est Albi, juste la ville d'Albi qui a fait le choix, entre guillemets.
de faire ça. Alors il y a un truc qui est Je vais peut-être marrant, le dire. c'est qu'on dit croisade contre les Albigeois, mais à Albi, il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu de destruction. La ville, c'était une cité épiscopale, elle était Mhm. majoritairement catholique. Il y avait des Voilà. hérétiques, bien sûr, mais en Ça se retrouve aussi aujourd'hui sur le tourisme. Il y a énormément de tourisme religieux à Albi, plus que dans d'autres villes avec des églises ou des cathédrales. fait, l'évêque de l'époque, qui s'appelait Guillaume Pierre, eh bien, il va préférer jouer la carte de la modération. Modération envers les hérétiques, qu'il a préféré essayer de convertir, tranquillement, progressivement, et C'est vrai. modération aussi envers les croisés du Nord, plutôt que de leur résister et de se faire massacrer, il leur a ouvert les portes. Et oui, il va ouvrir les portes d'Albi au terrible Simon de Montfort, hein, vous connaissez sa fameuse phrase Pas « de Tuez-les conflit, tous, Dieu reconnaîtra les siens », enfin, il peu va de lui ouvrir conflit, les portes. Un peu lâche, un peu pas de traître, mais en massacre, fait surtout du modéré. coup, Et peu de en destruction. remerciement, C'est comme quoi le choix qui sont faits par les dirigeants est important, parce que là, du coup, c'est ce qui a permis, par exemple, au, au cloître du coup de Saint-Sylvie, là, d'être encore là aujourd'hui, potentiellement. Parce que c'était un bâtiment religieux, ça aurait pu très bien être détruit. À Négropolis, vers Montauban, il y a eu un massacre important. Alors c'était après ça, mais pareil, à cause du protestantisme, enfin à cause de la guerre entre les catholiques et le protestantisme. Et en fait, les bâtiments religieux ont tous été détruits. Au final, maintenant, ça a reconstruit, mais ça a été tout détruit. Albi aurait très bien pu terminer pareil si, du coup, ce choix-là, le choix d'ouvrir les portes n'avait pas été fait. Et c'est ce qui permet d'avoir cette richesse dans la ville de point de vue architectural. Simon de Montfort, eh bien, il lui rendra le contrôle et la gestion d'Albi. Donc c'était plutôt bien joué. Mais Simon de Montfort, il va quand même décider de se garder le Castelvieil, c'est-à-dire le château des Trincavel. Et du coup, le Castelvieil va se retrouver séparé. Ça va devenir une seigneurie indépendante à côté d'Albi, et ce jusqu'à la Révolution. Et du coup, la cité épiscopale qui se protège, hein, on est quand même en temps de guerre, et en plus après il va y avoir la guerre de 100 ans, elle va ériger des remparts eh bien, entre Ah, c'est sympa ça, donc les remparts. Je vais la laisser la cité phrase quand même. épiscopale et le Castelvieil. Et ces remparts, ils sont parvenus jusqu'à nous, ici. Ouais, donc on a quand même une protection qui a été faite suite à l'ouverture des portes, du coup, qui ont été faites, donc pas forcément par le Royaume de France, plutôt, a priori. Et ces remparts-là, on les voyait sur le plan aussi tout à l'heure. Je sais pas si on va le revoir. Ces remparts-là, on le revoit ici, hein. C'est là que c'est pour ça que je dis les petits plans, c'est important. C'est le rempart, du coup, on parle juste après, on le voit tout autour de la cathédrale juste là, avec les tours, du coup, intermédiaires qui viennent ponctuer le rempart. Hop, Qui se protège, hein, on est quand même en temps. tac. Eh bien, Et donc, on le voit qui vient entourer la cité épiscopale. Donc, on le voit ici sur cette gravure. Et on voit le vieux pont qu'on voyait tout à l'heure. Il est déjà représenté enfin, tel quel, quoi, en fait, hein. À part la rénovation qu'on a actuellement, il a pas dû beaucoup bouger. On voit qu'il y avait des sortes d'habitations sur le pont à l'époque, qui ont disparu évidemment, mais donc je sais pas trop à quoi ça servait ces habitations, ces petites cahutes-là. Parce que des logements, ça m'étonnerait. Peut-être des points de passage, mais bon, un péage là, ça me. Ouais, si, ça peut être le péage, ouais, peut-être sur une dernière, mais pourquoi il y en aura 4, je sais pas trop. C'est bonne question ça. entre la cité épiscopale et le Castelvieil. Et ces remparts, ils sont Les parvenus remparts qu'on les jusqu'à voit nous, toujours. ici, du côté de la place Les de la remparts en Trébaille. briques. Eh oui, la cité épiscopale d'Albi, ni sudiste, ni nordiste, catholique. Donc, du coup, on est passé devant en visitant Rémi, hein. J'ai pas fait gaffe, mais je savais pas que c'était comme un rempart de cette époque-là. J'aurais peut-être dû regarder ça avant de les visiter quand même. On a pu en dire plus. Plus que sudiste et plus Et là, bam, on voit le rempart aussi, hein. Qu'on voyait sur le plan là avec les petites tours, donc qui est censé remonter vers la droite là à l'époque. Le bout de rempart qu'il vient de montrer, il est en haut à droite là. On voit à côté de ma caméra là, la petite souris, hop, il est par ici. Et du coup, qui redescend. que nordiste. Oui, c'est vrai. Ça vient compléter du coup, c'est vrai, ouais. Dire, ah Albi oui, reste et restera catholique. c'est Voilà pas mal. pourquoi la ville va devenir un siège très important de l'Inquisition après la croisade contre les Albigeois, notamment sous l'épiscopat d'un évêque hyper important pour Albi, Bernard de Castanet.
C'est lui qui va faire construire le palais de la Berbie, nouveau palais pour les évêques. D'ailleurs, Berbie en occitan, ça veut dire évêque. Il est derrière moi, ce palais Voilà. de Palais de la la Berbie. Berbie. Et Si... c'est une Voilà, véritable je vais le laisser un peu. forteresse qui servira Forteresse. aussi de lieu de justice, de tribunal pour les inquisiteurs contre Voilà, ce les que je disais hérétiques tout à l'heure. cathares. Ah non, à l'époque, on était en guerre. C'est pourquoi le palais de la Berbie, il a des allures de château fort, lui aussi, de Voilà. forteresse. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, le palais de l'évêché était fortifié, en fait. Et il y a un petit détail rigolo, enfin pas rigolo, mais qui est intéressant, c'est que le palais était en partie détruit. Si on regarde juste sur cette image-là, je sais pas si si je peux dessiner normalement. Si cette image-là, en fait, on a un... peut-être, tac. D'ailleurs, Berbie Ah, en occitan, ça veut dire évêque. ça m'a rechargé le truc. Je me refais le zoom. Il est où le zoom? Il est derrière moi, ce palais de Ah. Il y a un truc intéressant, c'est que ici, donc on a une colonnade ici, une colonnade derrière, et en fait on en a deux devant ici, des petites, ici et ici. Et en fait il y a toute la partie haute, si on regarde, toute la partie haute a été détruite. Donc en fait cette partie ici, c'est un mur qui a été détruit, la partie ici, et en fait si on... Alors je vais effacer ça. Si on zoome dessus, ici, on voit les voûtes qu'il y avait dans la salle qui était présente en haut. Donc c'est sûrement un lieu très important, c'est sûrement des lieux de- de réception pour l'évêché, par exemple, des choses comme ça, où on a des très grandes colonnades, on les voit en ogive là. Et donc c'est un petit détail, mais on voit que le palais n'a pas été reconstruit et en fait, on est venu adapter la structure du bâtiment avec une toiture qui a été rajoutée juste devant après. Voilà, c'est un petit détail comme ça, mais je trouve ça intéressant à se rendre compte. C'est-à-dire que la forme ici, elle n'a pas toujours été comme ça. la Berbie, et c'est une véritable forteresse qui Et il n'en parle pas, mais bon, c'est des choses comme ça où on voit, si on regarde un petit peu en détail, quand on visite, en fait, on voit l'évolution de la ville et des bâtiments. Je trouve ça très intéressant. servira aussi de lieu de justice, de tribunal pour les Ouais, de inquisiteurs justice. contre les hérétiques cathares. Ah non, à l'époque, on était forteresse. Ouais, ça va être où on a été. Donc là, on a l'écluse. Et là, le palais qui accueille actuellement le musée Toulouse-Lautrec, donc un peintre de la région qui est plus ou moins connu. J'avoue, je le connaissais pas avant de venir ici. Mais, mais voilà, qui est plutôt connu. Ah non, là, c'est pas la peine de chercher midi à l'aube. Le palais de la Berbie, c'était plus un château fort qu'un palais. Voilà. La Berbie. Là, c'est pareil, si on regarde un peu les murs, on voit des anciennes ouvertures. Il y a des fenêtres ici qui étaient là, qui rencontrent. Enfin, on remarque que c'était vraiment très petit, donc c'est dans ce sens-là où on voit que c'était fortifié. C'est-à-dire que les ouvertures, même à l'intérieur, étaient vraiment très étroites. Sûrement d'autres qui ont été agrandis pour faire des vraies fenêtres après, une fois que les guerres étaient finies. Mais à l'origine, voilà, on avait ce genre d'ouverture là, comme une meurtrière. Et on voit là, du coup, la colonnade là, avec la partie qui est brisée en fait. Et le bâtiment actuel, en fait, c'est un bâtiment brisé. On a juste rajouté une toiture pour suivre le... Ah non, 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 hein. C'est pas la peine de chercher midi à l'aube. Le palais de la Berbie, c'était plus un château fort qu'un palais. La Voilà. Berbie. Là, ça se voit, hein. Là, on a vraiment très peu de fenêtres, des gros murs, des gros piliers. On voit que là, c'était pour que ça tienne. Là, on a les jardins devant, par contre. Jardin à la française. Il y a sûrement quelque chose aussi à ce niveau-là, peut-être. Un balcon. Ah non, c'était construit comme ça. Oh, pardon. Ah, la cathédrale.
Autre symbole de la toute-puissance des catholiques sur Albi après la croisade des Albigeois, c'est la construction de la nouvelle cathédrale Sainte-Cécile, voulue là Ah. encore par notre évêque Bernard de Castanet. Et là, elle est derrière moi. Et attention, vous avez rendez-vous avec le gigantisme. Vous avez derrière moi la plus grande cathédrale au monde construite en briques. Elle est Voilà. énorme, dans un style Le plus grand incroyable, nombre. le style gothique méridional. C'est fascinant. Et du coup, c'est là où on voit les ouvertures. C'est-à-dire qu'une ouverture, pour le style gothique classique, on a un poteau qui fait à peu près un tiers de l'ouverture. Là, on a une ouverture qui fait la moitié d'un pilier structurel ou d'un mur. Enfin, voilà la différence. Et c'est du gothique, parce que du coup, on a tout ce qui est travail de sculpture sur les ouvertures ou sur les ornements. Ou ici, par exemple, sur l'entrée, on a vraiment ce travail classique gothique, mais méridional, du coup, adapté à la région, quoi. euh, avec l'usage de la brique, notamment, et du coup, qui permet pas d'avoir les mêmes types de bâtiments, les mêmes ornementations ou les mêmes détails, surtout. Et pareil, là, on voit que on a vraiment l'impression que c'est fortifié, quoi. On a vraiment un mur immense en soubassement de la cathédrale. Il y a des chances que cette partie-là ait été ensevelie. C'est pour ça que du coup, on a un mur aussi haut. Mais enfin, quand on voit la position de la porte, ça m'étonnerait. Donc, ça veut dire que vraiment la base de la structure est très, 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 très conséquente. Et là encore, la nouvelle cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, c'est comme le palais de la Berbie, c'est plus qu'une... Et là, petit détail, tous les trous qu'on voit là sur les poteaux, si on voit, il y a des petits carrés de trous, c'était pour mettre les échafaudages en bois. Donc ça recevait des poteaux en bois pour la construction de la cathédrale. Et on venait monter, paf, 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 tout du long. Et là, on voit bien l'aspect structurel qui a été pensé. Enfin, l'aspect structure de façon classique, c'est que plus on est haut, plus il faut affiner pour que ça tienne debout. Et là, on voit bien la base du pilier qui est vraiment très, très grosse. Et on vient affiner au fur et à mesure vers le haut pour que la recharge qui y a tout en haut soit la plus petite possible et, et que cette charge-là vienne se reporter sur le plus gros pilier possible, quoi, pour être sûr que ça tienne. Une église, c'est plus qu'une cathédrale, c'est une Pas forcément le plus forteresse. gros Regardez pilier, les mais voilà, sur un pilier, un pilier qui puisse soutenir cette charge-là, quoi. bases de la tour Et plus on monte, plus il faut soutenir cette charge-là. Donc c'est pour ça que plus on monte haut, plus le pilier en bas doit être large. clocher. On dirait les Ou boosters résistant. de la fusée Ariane. Et puis il y a un truc qui est Ouais. marrant, c'est On qu'avec dirait le une fusée comme ça. Vu comme ça, on dirait vraiment une fusée avec le lanceur et les réacteurs. soleil, ça chauffe. Ouais, attendez. Oui. Ah non, ouais. 22 degrés. C'est un radiateur. Ça, c'est la brique. C'est pour ça que dans beaucoup de maisons actuelles, qui se veut bioclimatiques, en général, on privilégie donc soit la pierre, soit la terre. Terre crue en général. Bon, là, c'est terre cuite, mais terre crue en général. Parce que ça permet si on a un mur suffisamment épais, ça permet de bien absorber la chaleur extérieure et de la rediffuser à l'intérieur de la maison, en général la nuit. C'est en 6 à 8 heures en général de décalage entre l'absorption et la rediffusion de la chaleur. Albi, durant la Renaissance, c'est un âge d'or autour d'une culture locale, le pastel. Le pastel, ça va faire la fortune des négociants d'Albi pendant plus d'un siècle, qui du coup vont se faire construire dans la ville de somptueux hôtels particuliers, comme celui que vous avez derrière moi, l'hôtel Reynes. Ah oui, ça témoigne de l'opulence de nos négociants d'Albi durant la Renaissance. Alors le pastel, pour faire simple... Et là, pareil, l'opulence, ça se voit sur l'architecture. Mais vu que la base de la ville, c'est vraiment la brique, au final, ça se voit pas sur la brique, parce que du coup, l'usage est le même partout. C'est pour faire des murs ou des remplissages.
mais ça se voit sur, du coup, sur les seuls éléments en pierre qui ont été choisis, qui permettent d'ornementer ces murs en briques. Donc là, on retrouve du coup l'encadrement de la fenêtre qui est en pierre, l'encadrement ici du balcon qui est en pierre, les poteaux qui sont en pierre. Et c'est ces éléments-là qui vont être ornementés, qui vont être taillés pour montrer la richesse du lieu. Et, mais l'usage de la brique va permettre du coup d'avoir une homogénéité sur toute la ville d'Albi. Et ça, c'est vraiment beau. Du coup, enfin, riche ou pauvre, dans la ville d'Albi, tout le monde avait des maisons en briques, à quelque chose près. Et du coup, c'est vraiment sur des petits détails, des petits points. Donc là, les ouvertures, les balcons, où on vient apporter de la richesse. En gros, c'était une plante qui était cultivée dans la région. On la récoltait, on la mettait en boule, on la Le laissait pastel. sécher. Ça On faisait est une sur le espèce de pastel. coque, d'où d'ailleurs le terme de pays de cocagne. Et à partir de cette boule, petit à petit, ça séchait et ça formait une pâte granuleuse qui permettait de fabriquer l'or bleu d'Albi, à savoir le pastel, Le pastel. pour faire de la teinturerie. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était une merveille et ça fait la fortune des habitants. C'était très recherché pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que malheureusement, il y ait un autre produit qui rentre en concurrence avec le pastel, à savoir l'indigo. L'indigo qui était ramené des colonies d'Amérique et La couleur bleue qui est la plus dure à faire à l'état naturel. C'est pour ça du coup que c'était très recherché, parce que la couleur bleue, du coup pastel par exemple pour la peinture ou pour les teintures comme il disait, c'était très recherché parce que impossible à trouver à l'état naturel. Enfin, rare. et qui coûtait 4 fois moins cher, même 5 fois moins cher. Donc malheureusement, ça va un petit peu niquer l'économie locale. Mais quand même, pendant un siècle, ça a cartonné, comme en témoigne cet hôtel Reynes, magnifique, somptueux. Il date de la Renaissance. D'ailleurs, il y a une statue de François Ier dans l'hôtel. Regardez, on lui fait un petit coucou. Bonjour François, il est là. Oh. Ah ouais, bah d'accord. C'est comme quoi. Les petits détails. Là, il y a une belle porte. Je sais pas d'où elle est cette porte-là. Bah, là, visiblement, il n'en parle pas non plus, mais cette colonnade-là, je sais pas d'où elle vient. Enfin, de quelle époque. Alors, on va descendre sur les berges du Tarn. Donc là, on est à côté du palais épiscopal. Voilà, le palais épiscopal. Et on voit que le palais, vraiment, la base du palais suit la même architecture que la cathédrale. Ou la cathédrale suit la même base que le palais. Et on a vraiment cette sensation de rempart. C'est pour ça que la cathédrale, on a vraiment la sensation que c'est fortifié, parce qu'on a vraiment une base de rempart, en fait, pour faire la structure. Albi, à l'époque moderne, c'est toujours C'est le une pont cité neuf, épiscopale derrière. prestigieuse. Toujours en briques. Une voûte en briques, c'est... Mais en revanche, au Solide. niveau de l'économie, là, la ville va connaître une période de déclin liée au développement de nouvelles routes modernes de communication dans le Royaume de France qui vont un petit peu éviter Albi. Il y a aussi de nouveaux moyens de communication et de transport des marchandises, comme le canal du Midi, qui lui aussi va éviter Albi. Donc Ouais. notre carrefour routier va se retrouver un petit peu à la marge. Et donc ça, c'est pas bon pour le commerce. Et pour moi, le symbole de ce déclin d'Albi à l'époque moderne, eh bien, il est derrière moi, Le pont neuf. avec le pont neuf. Le pont neuf, il avait été envisagé dès le XVIIIe siècle pour créer une nouvelle route qui passait par... Parce que là, jusque-là, on rappelle, jusque-là, il n'y a que le pont vieux qui traverse le Tarn. Entre Albi ancien, on va dire, et Albi un peu plus récent. Il y a un pont qui fait à peine le passage de 2 voitures, là, actuellement. C'est une voiture et demie, je crois. Je suis pas sûr qu'on puisse passer à 2 voitures. Donc vraiment, la circulation même en charrette, du coup, qui est pas beaucoup moins large qu'une voiture, passant en charrette, par exemple, ou des choses comme ça, ou calèche, ou avec des chevaux, c'est très limité, quoi. C'est vraiment un seul pont. Facile à défendre, mais du coup, pour le commerce, tout ça, c'est compliqué. Albi pour relier Toulouse à Rodez. Mais malheureusement, ce nouveau pont, eh bien, il ne sera créé qu'au 19e siècle. Pendant la révolution industrielle, il faudra attendre 100 ans pour qu'il soit enfin réalisé. Donc pendant 100 ans, eh bien, Albi a dû patienter et ça a été mauvais pour le commerce parce que ce deuxième pont, il aurait pu permettre là encore à Albi de franchir les siècles avec puissance et dynamisme. Et là, Albi a un petit peu piétiné. Un peu de retard. Et parce que la production, là aussi, truc un peu con, mais si on choisit de faire un pont en briques comme ça a été fait là, la production de briques, elle est phénoménale. Et du coup, c'est aussi pour ça c'est peut-être pour ça qu'on a dû attendre la révolution industrielle. Parce que du coup, la révolution industrielle, le charbon, etc., permet de faire des briques en masse. Donc le pont a pu être possible à ce moment-là.
Avant, ça devait être possible, mais sur un certain nombre d'années, et c'est peut-être pas envisageable à l'époque, du coup, à cause de ça. Et du coup, ça a provoqué le déclin des voies commerciales d'Albi, quoi. Ah, mais j'ai pas vu. Donc on est sorti d'Albi là. Château du Gau. Alors on est où là? À Cagnac, Castelnau, puis Gouzon. D'accord. Donc on est vraiment sur les très proches d'Albi. La Madeleine, elle est là. Oui, d'accord. Ah oui, on n'est pas très loin. Là, on est sur le Albi un peu plus large, mais actuellement, c'est assez facile de s'y rendre en 5-10 minutes. On y est à ce moment-là. Et Maison natale de La Pérouse, chef d'escadre 1741-1788, chargé par Louis XVI d'un voyage de découverte autour du monde. La Pérouse, qui a un musée, La Pérouse, à Albi, qui est un musée autour de l'exploration maritime. c'est justement au même moment où Albi va un petit peu se replier sur elle-même que va naître à Albi un des plus grands explorateurs français de tous les temps, j'ai nommé Jean-François Galop de La Pérouse, qui est né ici derrière moi au château du Gau. Lui, il s'est dit non mais c'est pas possible, moi je vais pas rester enfermé, coincé, enclavé dans Albi, je veux découvrir le monde. Il a certainement dû contempler avec amour, avec gourmandise, la Mappamundi qui était à Albi, et il s'est dit moi aussi je veux aller explorer, moi aussi je veux aller cartographier le monde. Et il est parti à de nombreuses reprises, et pour la dernière fois de manière tragique. C'est pour ça qu'il a eu un destin aussi émouvant, romantique, héroïque, La Pérouse, puisqu'il n'est jamais revenu de son dernier voyage. Il est parti de Brest en août 1785 à bord de la Boussole, et on sait aujourd'hui, puisqu'on a retrouvé son épave dans les années 60, qu'il s'est échoué du côté des îles Salomon. C'est tout au bout, en Papouasie, à l'autre bout du monde, derrière l'Australie. Donc c'est assez émouvant de voir là où il est né. En plus, ce qui est génial aujourd'hui avec le château du Gau, c'est que c'est devenu une chambre d'hôte. On peut visiter, on peut y séjourner, on peut dormir dans la chambre de La Pérouse. Ça doit donner des ailes. Allez, on y va. Juste faire un petit détail sur le bâtiment en tant que tel. C'est que l'un des bâtiments typiques de l'Occitanie, c'est les pigeonniers, enfin, ou de la région du Tarn, c'est les pigeonniers. Et en fait, on voit que là, il y a une des je sais pas, un pilier, c'est une des ailes du château, où on voit en fait des pigeons qui ont été placés. Et, et en fait, du coup, c'est cette partie haute-là qui devait être le pigeonnier en fait du château. Et il y a énormément de pigeonniers qui sont préservés, qui sont protégés à titre de monuments historiques, et on les voit du coup sur les bords des routes, qui sont encore là dans la région. Donc on peut visiter du coup c'est Jean Bredon qu'on peut visiter. Donc là c'est Renaissance tout ça, donc ça se remarque. Et on voit avec genre, il y avait les sols et les plafonds qui sont très, très remarquables. Alors, pas ici, on avait dans le couloir celui-là. Je sais pas si c'est d'époque, mais vraiment très, très, très joli. Et on a aussi ce qui est remarquable sur ce genre de château à l'époque, c'est la hauteur sous plafond. On a vraiment la porte qui est de taille peut-être un peu grande, mais de taille normale. Et on a plus d'1 mètre au-dessus de la porte. Donc vraiment sur des dimensions, on est large, quoi. On vit bien. Et on a par contre ce plafond-là, là, qui est vraiment très très beau. Une planche de plafond en bois qui a été préservée et du coup qui fait partie intégrante de la décoration. Parce qu'on a du coup en bois qui a été verni de façon très sombre, plus les éléments intérieurs qui sont au contraire très clairs. Et voilà la chambre de La Pérouse, avec vue sur le Tarn. Voilà, c'est déjà une invitation au voyage en bateau. Une chambre de couleur bleue. Bleu, c'est vraiment la couleur de la famille. Là encore, en raison du pastel. Puisque la famille de La Pérouse a fait fortune, elle aussi, dans le pastel. C'est d'ailleurs grâce au pastel qu'elle a été anoblie. Et donc voilà. Et du coup, on a Toulouse le violet et Albi le bleu. Je ne savais pas, mais c'est assez intéressant qu'on ait deux villes qui tournent autour de ces de couleurs assez marquées. Albi qui est en brique, donc le bleu on ressent pas trop dans la ville, c'est ça peut-être la différence. Mais... Voilà sa chambre à La Pérouse, quelle invitation au voyage. Oh, on a un vieux... Oh voilà son lit. On a des vieilles étagères là.
Oh non, ils ont fait ça. Alors, il devait sûrement y avoir des... Alors, c'était rénové. Du coup, il devait sûrement y avoir des vraies bibliothèques. Mais, comme ils ont dû avoir besoin de peut-être d'éléments techniques, ils ont peut-être enlevé des bibliothèques et du coup, ils ont collé des vieux stickers pour faire des trompe-l'œil bibliothèques. Ah, c'est pas beau ça. Ils ont mis une vieille une corniche en bois là. Oh non. Oh. Voilà, c'est dommage. Là, c'est un peu dommage. C'est un beau château, mais bon, ça manque de goût. J'ai devant un fond vert, peut-être. Ça serait presque plus logique. Ça serait presque plus logique. Parce que là, ouais, la fausse bibliothèque, là, c'est bon. C'est un peu dommage quand même. Alors que sûrement à l'époque, il y avait deux belles bibliothèques qui. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Ils ont voulu. Il y a plus peut-être qu'il y avait plus les bibliothèques, du coup, ils ont voulu les représenter. Ou alors ils ont enlevé pour ouais, avoir des éléments techniques. Et du coup, ils ont mis ça devant. Je sais pas trop, mais c'est dommage. Alors que dans les châteaux comme ça, Peut-être me la faire une petite plupart des sieste. pièces sont dans Hein? des belles Bon, allez. bibliothèques en bois et ça On fait se retrouve pour l'époque contemporaine. impressionnant. Pour l'instant, Quoi. je fais une petite pause. Merci. Voilà, faut me laisser. Allez, Le tapis rouge. petite détente là, tranquille. Fond vert pour un truc Berzinc, c'est un peu dommage quand même. Ça serait un peu scandaleux. Et voilà, le musée de la Et Pérouse. voilà pourquoi à Albi, il y a un musée passionnant qui raconte les aventures de Monsieur de la Pérouse. On y voit notamment une reproduction du tableau où l'on voit Louis XVI qui donnait ses instructions à la Pérouse avant son départ fatal. Parce que Louis XVI était passionné lui aussi par les expéditions maritimes. D'ailleurs, vous savez ce qu'a dit Louis XVI le jour de son exécution à son confesseur, hein, ce 21 janvier 1793. Il lui a dit... A-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse? Eh oui, il avait envoyé des bateaux le rechercher puisqu'il donnait plus de nouvelles. Eh ben, il savait pas encore qu'il allait le retrouver quelques heures plus tard au paradis. Et oui. Oh, très belle carte ça. On voit les... Ouais, voilà. Du coup, sûrement le voyage de la Pérouse. Donc, départ de Brest. Il y a des arrêts sur les îles Canaries, là, il me semble. Ou plus bas, là, les îles Canaries. Après, du coup, en Afrique. Après, en Amérique du Sud. Du coup, Brésil. Argentine. Il a été tout en bas. Attends, mais tout en bas, là, il y a l'Antarctique, non? Parce que là, c'est le cap de l'Espérance, je sais plus quoi. Plus bas, là, c'est l'Antarctique. Il a peut-être fait un arrêt à cet endroit-là. C'est assez impressionnant. Là, vers le Chili. Je vois pas quelle île c'est. Monter vers l'Amérique du Nord, le Canada. Après, il est reparti. Il a traversé, du coup, le Pacifique. Vers. C'est où ça? Vietnam est là, donc Chine, ça doit être Taïwan, du coup c'est les îles par ici, remonter vers la Corée ici et le Japon là, vers du coup la Russie là, et après il est redescendu, tac, il a redescendu le Pacifique vers l'Australie après, et il est remonté et du coup il s'est perdu par ici. Impressionnant le voyage. Oh là là. Et donc ça, 93. 86, donc sur ouais, à peine même pas une dizaine d'années quoi. C'est chaud, chaud le type. Ah, et là on retourne sur la d'Albi. Ça c'est le l'aqueduc. Ah bah on va attendre, on va voir, je crois. Albi, Ouais, à voilà. l'époque contemporaine, c'est une ville qui va enfin se désenclaver grâce à l'arrivée du chemin de fer. Et Eh oui, voilà, voici donc c'est le un pont. troisième pont de chemin de fer, celui que vous avez derrière moi, qui va permettre à Albi de franchir le Tarn, mais aussi de franchir les siècles pour répondre aux défis du progrès et de la révolution industrielle. Grâce au chemin de fer, Exactement. Albi va donc à nouveau pouvoir faire rayonner son économie, ses produits essentiellement agricoles, hein, des grains, du blé, des pâtes. Ah bah vous connaissez tous la chanson, hein. Des pâtes, oui mais des pâtes d'Albi. La vermicellerie d'Albi.
Il y avait des pâtes à Albi, des vermicelles à Albi, je savais même pas. Incroyable. Donc là, on a 3 ponts. On a le vieux pont, donc historique, qui date au moins du Moyen-Âge. C'était 11e siècle, je crois. Le pont neuf, qui date du 19e, qui a mis 100 ans de retard avant d'être construit. Et là, on a du coup le pont ferroviaire. Et donc, du coup, il y a des bouchons à Albi sur ce pont. Parce qu'il n'y a qu'un accès vers le centre-ville. Enfin, au-dessus du Tarn. Il n'y a qu'un accès Et au-dessus. d'ailleurs, elle était là, la vermicellerie d'Albi, dans Ah, c'est les ça, la moulins vermicellerie, albigeois, d'anciens moulins à Voilà, farine ouais. du XIIe siècle. Hein. Ah non, c'est pas de la quiche. Oui, en même temps, usine, vermicelle, du coup, il y a séchage, il y a sûrement trempage dans l'eau, si c'est comme les pâtes italiennes. Du coup, on est proche de la rivière pour pouvoir utiliser l'eau et les moulins, et aussi, du coup, le courant pour alimenter en électricité. Des pâtes, des Donc pâtes. là, il y a un... Bon, là, on va peut-être pas voir, mais en bas, il y a un trou ici, où sûrement, du coup, il y avait une roue à aube à l'époque. Oui, mais des pâtes d'Albi. Une roue à aube, ou alors juste un emplacement pour peut-être les bateaux, pour pouvoir faire les transports, je sais pas trop. Mais il y a un creux qui est fait contre le mur. On monte où là? Carmo! Ah! Carmo qui est la plus grande ville, on va dire, qui est collée, quasiment collée à Albi, quoi. On est à, ouais, pareil, 10 minutes en voiture. Mais la grande spécialité d'Albi à l'époque contemporaine, ça va être le verre. Souffler le verre pour faire en particulier des bouteilles. Alors, cette aventure industrielle du verre à Albi, elle a en fait commencé à côté d'Albi, ici, à Carmaux, où dès le XVIIIe siècle, il y avait une manufacture royale de verre. Ce sont les bâtiments que vous avez derrière moi. Et pourquoi à Carmaux? Eh bien parce qu'à Carmaux, il y avait des mines de charbon. Et le charbon était évidemment le combustible indispensable pour chauffer les fours, pour pouvoir souffler le verre. Et ces bâtiments, eh bien, ils sont devenus un musée du verre, qui sont actuellement fermés, mais qui comptent bien réouvrir pour nous raconter cette merveilleuse histoire. Détail social intéressant, c'est que Albi est une ville plutôt riche, ne serait-ce que par son rayonnement religieux grâce à la cathédrale. Et Carmo, comme il l'a dit, c'est là où il y avait les mines de charbon. Et en fait, on a vraiment cette dualité entre Albi, la ville riche, et Carmo, qui est la ville ouvrière d'Albi, enfin proche d'Albi. Et c'est pour ça que du coup, on retrouve à l'époque, après la révolution industrielle, beaucoup d'usines à Carmo, et surtout du coup autour du verre. Et bon, là, on va pas le voir, mais ce qui est intéressant sur ces usines royales, on va dire, c'est le plan. En général, ça suivait un plan assez défini pour optimiser les espaces et les flux entre les bâtiments. Donc bon, là, on va sûrement pas le voir, mais voilà, on avait sûrement un bâtiment là, un bâtiment principal d'accueil, une aile peut-être administrative et l'usine derrière. Et du coup, ça fait une organisation qui est assez optimisée. On a vu qu'à gauche, il y avait un bâtiment aussi là, qui permet peut-être d'avoir du coup l'usine ici et l'affinage ou le- le- enfin, comment, les finitions à gauche, par exemple. Et c'est une organisation pas qui se répète, mais oui, qui se remarque en général sur ce type de bâtiment, ce type d'ancienne usine. Les bâtiments Bah le voilà. sont J'ai été un peu vite, je crois. fermés, donc en attendant, on va se contenter d'un plan. Et pour résumer, on va faire simple. Toujours les petits plans. On aime bien les petits plans. Il n'y aurait pas eu tout ça s'il n'y avait pas eu ça. Voilà, la mine. Le puits de la mine, là où il y a le charbon essentiel pour faire chauffer les fours. Et là, voilà. Alors on a chapelle, château, cour, bâtiment de la verrerie. Donc chapelle, château, cour, bâtiment de la verrerie. Donc là, on a vraiment l'organisation. Donc en longueur pour l'usine. Sûrement ici, du coup, le bâtiment d'accueil qu'on voyait tout à l'heure, avec une partie accueil et une partie administrative, ou quelque chose comme ça, enfin, ou de démonstration en tout cas. Et on a vraiment voilà, le petit bâtiment qu'on voyait à côté. Donc on a vraiment cette circulation qui est faite autour du bâtiment principal ici de l'usine. Et c'est ça que je parlais de flux, c'est-à-dire qu'on a vraiment potentiellement un accueil des marchandises ici, ça rentre là-dedans. Ensuite, on traverse là, ça traverse ce bâtiment-là au fur et à mesure du processus de verrerie, et ça vient se terminer dans le bâtiment ici.
qui ensuite peut délivrer par exemple au château s'il y a besoin de verre d'époque, ou alors ressortir par ici et potentiellement ressortir vers la route, vers ce petit bâtiment et la route pour livrer ailleurs. Et voilà, ce type d'usine royale, et c'est marqué avant tout par une organisation très bien pensée. Donc la terre, ouais, voilà. Et donc le château, du coup, en plus on avait le château à l'époque, du coup il y a les jardins autour, etc. J'ai été un poil vite. Je l'ai pris de vitesse, même s'il court. On va terminer à Albi sûrement. Allez, c'est bientôt fini là. Ah bah on est à la Madeleine. C'est à côté de là où j'habite. Et d'ailleurs, la première ligne de chemin de fer, elle reliait Albi à Carmaux pour pouvoir justement transporter le charbon. C'est la Voilà. gare de la Madeleine que vous avez derrière moi et qui d'ailleurs a permis de développer le quartier de la Madeleine. Voilà. Du coup, le quartier de la Madeleine, on voyait l'église en fond tout à l'heure, et où il y avait du coup le lien avec le lien ferroviaire avec Carmaux. Ah, une verrerie. Une verrerie récente, j'imagine. Ah bah oui. Ah oui, bon là, on est sur une belle usine. Mais Belle usine. il va y avoir une grève à Carmaux en 1895 et le conflit va devenir de plus en plus tendu. Alors, certains ouvriers de Carmaux vont décider, avec l'appui et le soutien d'un certain Jean Jaurès, alors député du Tarn, de créer Ah oui. et de fonder leur propre verrerie. Jean Jaurès, hein. Pas ultra connu le type, mais il a fait quelques trucs dans le Tarn, et Tarn-et-Garonne aussi, parce qu'à Toulouse aussi. Voilà. Euh, Une verrerie ouvrière à Albi, VOA. C'est cette verrerie que vous avez ici derrière moi, qui a aménagé sur Encore ce nouveau récent. site dans les années 1975 et qui est toujours en activité. Alors fait que plus la de 100 verrerie ans, de ouais. Carmaux, elle, elle a fermé ses portes en 1931. Là, ça fait plus de 120 ans hein, qu'elle est là, cette usine. Enfin, pas comme ça, mais elle est à Lille. Là, on voit là où il a été tout à l'heure, là, le clocher où il était. Et bien, il retourne. Et je suis de retour au sommet de la tour de guet de la collégiale Saint-Salvi pour vous montrer un autre symbole de l'époque contemporaine dans Albi et qu'on voit bien dans la ville. Et oui, le la collège, Révolution française Ah, le est lycée. passée par là, l'État a pris le C'est dessus derrière, là. sur l'église, on Non. crée à Albi une préfecture et surtout on va percer au 19e siècle Ah oui, là. une rue droite entre le nouveau pouvoir temporel, la préfecture, et le et la pouvoir cathédrale. céleste, hein, la cathédrale d'Albi. Cette rue droite Je savais pas que c'était la rectiligne préfecture. qui perce Parce que notre maintenant, elle est vieille plus à la olive préfecture. médiévale de Saint-Salvi, c'est la rue Mariès que vous avez à mes pieds. Et voilà. Là, je pense qu'on a fini. Ah si, on va voir là. Oui, quand même. C'est vrai qu'on a parlé de la cathédrale, mais on n'a pas vu dedans la cathédrale. J'espère qu'il va nous emmener parce que c'est vraiment une des plus belles cathédrales, je pense, que j'ai jamais vues. Donc c'est vraiment important. Il va pas y aller. Oh, dis-moi qu'il y va quand même. Oui, quand même. Oui, voilà. Merci. Voilà. Albi aujourd'hui, c'est une ville qui a réussi à faire de son passé une force pour son avenir. Il y a un patrimoine de fou ici. Et c'est pas un hasard si du coup Albi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Sous 2 registres, il y a 2 classements. Assez rarissime. Hein. En France, il n'y a que Paris qui peut rivaliser. Classement pour la Mappamundi, on l'a vu, mais classement aussi pour sa cathédrale qui est incroyable. Regardez-moi ça à l'intérieur, elle est entièrement peinte. Moi, j'avais jamais vu ça. Voilà. Est-ce qu'on peut appeler Ils ont peut-être pas eu trop le droit de filmer à l'intérieur, peut-être. Mais ouais, la cathédrale d'Albi, c'est vraiment ultra impressionnant. Hein. C'est une des plus belles cathédrales que j'ai jamais vues, en fait. Et les peintures, en fait, du coup, chaque alcôve, chaque poteau est peint. Et c'est vraiment magnifique. Et à l'intérieur, on a aussi, du coup, un chœur qui est gothique et qui fait penser un peu à Westminster. C'est-à-dire qu'on a les rangées de bancs de chaque côté de ce chœur-là, avec un dallage, un dallage en damier à l'intérieur, donc qui fait penser un peu à Westminster dans l'esprit. Bah, je sais pas.
Je t'avoue que je sais pas. Mais c'est bizarre qu'ils aient montré si peu quand même. Parce que les peintures, c'est vraiment impressionnant, quoi. Moi, j'avais jamais vu ça. Je sais pas s'ils peuvent interdire, mais. Parce qu'ils ont. Enfin, ils ont pas trop montré, tu vois. Ils en ont pas beaucoup parlé, hein. Alors que les peintures, vraiment, c'est quand même un élément marquant enfin, de la cathédrale d'Albi, quoi. C'est ça le cœur gothique là que je parlais juste devant. Ouais, je sais pas s'ils peuvent interdire, ouais. Ça dépend, parce que ça dépend qui dirige la cathédrale, peut-être. Parce que j'imagine que ça reste l'église, du coup, peut-être qu'ils ont des. Et vu qu'ils vendent, enfin, ils vendent. Ils proposent des visites guidées, etc. Peut-être qu'ils ont limité, je sais pas. Ou alors c'est juste qu'il y avait trop de trucs et du coup ils ont dû couper, ils ont coupé sur les peintures, c'est peut-être juste ça. Ils ont juste fait un plan de coupe avec les dorures, etc. Et du coup le bleu qui est très présent sur les peintures, sûrement grâce au pastel. Hop, ben, c'est Nicolas, sa boulangerie au début. Bon bah voilà, c'était petit react. Bon alors du coup le pré-live qui a duré très longtemps. Mais c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Oh, j'ai envie de refaire un. Ah, j'ai envie de refaire un react. Bon, c'est pas grave. Je pense que je referai des reacts en pré-live comme ça, c'est plutôt cool.